Elle disait que c'était juste un collègue. Je l'ai cru jusqu'à ce que je trouve le téléphone sur la carte. Je pensais que l'infidélité, c'était pour les autres. Vous savez, les mariages froids, les disputes incessantes. Ce n'était pas nous. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle était ma femme. Magnifique. Vive d'esprit. Je l'aimais comme on aime l'air qu'on respire. Alors quand les signaux d'alerte ont commencé, nuit tardive, alliance absente, parfum inconnu, je me suis dit que c'était juste le stress. Les émotions. J'ignorais que je vivais avec la meilleure menteuse que j'ai jamais connue. Et quand la vérité a éclaté, elle n'a pas seulement détruit mon mariage. Elle a réécrit toute ma réalité. Voici comment je l'ai découvert. Je plaisantais souvent en disant que Dieu devait être en pause déjeuner quand il m'a créé, mais qu'il était revenu juste à temps pour faire Élise. Elle avait ce genre de beauté qui faisait oublier leur texte au serveur, des cheveux blonds qui captaient la lumière à la perfection, des pommettes comme taillées dans la pierre, et des jambes qui pouvaient arrêter la circulation. Mais ce qui marquait vraiment, ce qui restait en mémoire, c'était sa langue. Pas seulement son apparence. Ses mots. Tranchants, rapides, cinglants quand elle le voulait. Élise pouvait réduire un homme en miettes d'une seule phrase, sans jamais détourner le regard. On s'est rencontrés en 3e année à l'université. J'étudiais le génie civil briques et poutres, rien de glamour, et elle faisait un master en communication, déjà habillée comme si elle dirigeait sa propre agence. Je l'ai vue à une soirée micro ouvert à la fac. Elle n'était pas sur scène, juste dans le public, riant trop fort au poème d'une amie sur les feux tricolores et les chagrins d'amour. J'ai dit un truc idiot, que le poème était plus tragique que romantique, et elle s'est tournée, m'a fixé droit dans les yeux et a répondu, peut-être que c'est seulement tragique pour les gens ennuyeux. C'était sa façon de flirter. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne pensait pas se poser un jour. Que les hommes se ressemblaient tous et qu'elle ne croyait pas aux fins de contes de fées. Mais je la faisais se sentir en sécurité, disait-elle. Que j'étais le premier avec qui elle pouvait être elle-même. À l'époque, je pensais que ça voulait dire quelque chose. Avec le recul, je crois que ça signifiait que j'étais facile à duper. Mais ces premières années, elles étaient magiques. On a emménagé ensemble juste après la fac. On a loué une maison à Nantes avec des volets écaillés et une terrasse qui grinçait. Je la réparais le week-end avec les outils que mon père m'avait laissés avant de mourir. Élise choisissait les rideaux et accrochait des guirlandes lumineuses sur la terrasse. Le dimanche, c'était notre rituel. Un brunch qui se prolongeait en après-midi paresseux, parfois avec des jeux de société, parfois des vieux films, parfois juste allongés côte à côte sans parler. Le soir, on avait nos habitudes. Vin rouge. Disque de jazz qu'elle dénichait dans une boutique poussiéreuse du centre-ville. Elle aimait Charles Aznavour, je faisais semblant d'aimer aussi. Notre chambre était un refuge où le monde ne nous atteignait pas. Quand elle me souriait à travers les draps et disait « On a quelque chose de rare, Lucas », je la croyais. On a construit cette vie ensemble. On a acheté une petite maison juste en dehors de la ville. Façade blanche. Grand jardin. J'ai installé un hamac entre 2 arbres à l'arrière et planté ses fleurs préférées et des pivoines autour de la boîte aux lettres. Elle disait que ça ressemblait à une photo de magazine. Et pendant longtemps, je pensais qu'on était heureux. Elle avait toujours cette flamme. Cette langue. Elle pouvait être dure, parfois cruelle, mais je mettais ça sur le compte de sa passion. C'est ce qu'elle disait quand j'en parlais. Tu savais que j'étais du feu, Lucas. Ne sois pas surpris si je brûle un peu. Ces mots piquaient, mais je me disais que cette chaleur prouvait qu'on était vivant. Elle disait détester la routine, mais on en avait une. Elle levait les yeux au ciel, mais elle était toujours là pour ça. Jusqu'au jour où elle ne l'a plus été. Avec le recul, j'aurais dû prendre sa langue acérée plus au sérieux. Je pensais que c'était juste un trait de caractère, lié à son côté incisif. Mais peut-être que c'était plus sombre. Peut-être que c'était toujours là, attendant le moment de devenir cruel. On avait une belle vie. Simple, peut-être. Calme, même. Mais je pensais qu'elle nous appartenait. Je pensais connaître ma femme. Je ne la connaissais pas du tout. Le changement a été discret au début. De petites choses. Le genre de détails qu'on ignore quand la vie s'accélère. Son téléphone, par exemple. Avant, elle le laissait sur le plan de travail, écran visible, vibrant comme un moustique. Elle détestait ça.
Mais un jour, il était face cachée. Puis toujours face cachée. Ensuite, un nouveau mot de passe. Elle a dit que c'était à cause d'une politique d'entreprise. J'ai haussé les épaules, sans insister. Ça semblait anodin à l'époque. Puis il y a eu les soirées tardives. Élise avait toujours été ambitieuse, alors je ne m'inquiétais pas trop qu'elle reste plus longtemps au bureau. Elle travaillait pour une agence d'événementiel qui gérait des gros contrats à conférences, galas, lancement de produits tapas accent grave l'œil dont je ne me servais jamais. Ses clients attendent des miracles, disait-elle. Ils paient cher, ils veulent du clinquant. Alors quand elle disait devoir rester tard pour finaliser des détails ou rencontrer des clients autour d'un verre, je la croyais. Mais ensuite, ses tenues ont changé. Avant, elle s'habillait avec élégance mais pratique à veste, talons, peut-être une touche de couleur. Maintenant, c'était des jupes crayons moulantes, des hauts décolletés, et du rouge à lèvres écarlate qu'elle n'avait pas porté depuis la fac. Je l'ai taquinée là-dessus une fois, et elle a répondu, « Tu dis toujours que je suis belle en rouge. » C'était vrai. Mais elle ne le portait plus pour moi. Les matins s'éternisaient. La salle de bain était embuée par son sèche-cheveux. L'odeur de son parfum flottait des heures après son départ. Elle a recommencé à repasser ses chemisiers, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. L'image compte pour les clients, disait-elle. Je passe à la vitesse supérieure. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait soudain besoin de passer à la vitesse supérieure, elle a levé les yeux au ciel. Tu deviens bizarre, a-t-elle dit. Je te jure, Lucas, tu commences à être parano. Ça m'a secoué. Je ne voulais pas être ce mec, le mari jaloux, celui qui suranalyse tout. Alors j'ai reculé. Je me suis dit que j'imaginais tout ça. Puis est arrivé Maxime. Maxime Dupont, le nouveau à son bureau. Le genre bronzé toute l'année avec des cheveux impeccables, même par grand vent. Je l'ai rencontré une fois à un cocktail de l'entreprise où Élise m'avait traîné. Il m'a serré la main comme s'il voulait me défier et souriait comme s'il avait déjà gagné. Il est inoffensif, a dit Élise après, quand je lui ai demandé pourquoi il se tenait si près d'elle pendant les discours. On dirait le genre de mec qui utilise son parfum comme personnalité, ai-je répondu. Elle a ri. T'es jaloux, a-t-elle dit. C'est plutôt mignon. Mignon. C'est comme ça qu'elle a appelé ça. Les semaines suivantes, j'ai remarqué un schéma. Le nom de Maxime revenait souvent. Au début, c'était des anecdotes amusantes du boulot. Ce genre de choses. Mais vite, il était dans toutes les conversations. Maxime a dit ça. Maxime pense que. Maxime est fou, mais en fait, il est super intelligent. J'ai arrêté de rire. Puis il y a eu la salle de sport. Élise n'avait jamais été une grande sportive. Ses entraînements, c'était des vidéos de yoga dans le salon. Mais d'un coup, elle s'est inscrite dans une salle de luxe à l'autre bout de la ville. Le genre d'endroit avec des serviettes à l'eucalyptus et des smoothies plus chers qu'un dîner. Elle s'est achetée du matériel de sport hors de prix et disait qu'elle devait investir en elle-même. Je lui ai demandé si elle y allait avec quelqu'un. Elle a répondu, parfois avec les filles du boulot. Pourquoi? Ce ton, encore. Cette pointe. Tu deviens vraiment possessif ces derniers temps. Je me suis tu. Je ne voulais pas me disputer. Mais ça me rongeait. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle se fichait de mes délais de projet ou de mes histoires débiles sur des bugs informatiques. Si je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle donnait des réponses courtes, ou pire, distraites. Ses yeux restaient plus souvent sur son téléphone que sur moi. Un soir, je l'ai surprise à sourire devant un message et j'ai demandé, c'était Maxime. Elle n'a pas répondu tout de suite. Et si c'était lui, a-t-elle fini par dire. Tu penses que je fais quelque chose de mal? Et voilà. Elle a retourné la conversation, en faisant de mes problèmes de confiance le cœur du sujet, comme si j'étais le problème pour avoir remarqué qu'elle avait changé. Avec le recul, je ne sais pas ce que je détestais le plus, qu'elle mente, ou qu'elle mente si bien que j'ai failli ne rien voir. C'était un vendredi, début de l'automne. Élise est descendue dans une robe noire que je ne reconnaissais pas cintrée à la taille, décolletée dans le dos. Ses cheveux étaient bouclés, dans ce style volumineux qui la faisait ressembler à une cover girl de magazine. J'ai levé les yeux de mon ordinateur et j'ai dit, « Tu te donnes à fond pour une collecte de fonds. » Elle a souri. Gros client. C'est au château de la Loire.
Vin cher, portion minuscule. Tu connais. J'ai hoché la tête, mais quelque chose me tordait l'estomac. Le château de la Loire, c'était un de ces endroits chics où même le sel semblait hors de prix. On y était allé une fois, pour notre 3e anniversaire. Son moment préféré, c'était le dessert à ganache au chocolat avec une mousse de framboise. Elle l'avait posté sur Instagram avec la légende « Gâté par mon homme ». Maintenant, elle y allait sans moi. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé mettre du rouge à lèvres bien rouge, celui qu'elle portait pour attirer les regards. Elle a pris sa pochette et a filé avec un rapide « Ne m'attends pas ». Je suis resté sur le canapé, tenant mon café même s'il était froid. Quelque chose clochait. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais ça me frappait en plein cœur. Un silence assourdissant. J'ai enfilé un sweat et pris mes clés. Si elle travaillait, tant mieux. J'irais manger un burger à côté et lui ferais une surprise à la fin. Mais au fond, je savais que je n'y allais pas pour lui apporter des fleurs. La route jusqu'au château de la Loire était calme. Je me repassais des excuses dans la tête. Peut-être qu'elle devait charmer un gros donateur. Peut-être que Maxime était là, à une table bondée. Peut-être que j'étais juste jaloux. Que je suranalysais. Le restaurant était animé. J'y suis entré, j'ai fait un signe à l'hôtesse comme si j'avais ma place, et j'ai balayé la salle du regard. Elle n'était pas là. J'ai demandé nonchalamment si la collecte de fonds de l'entreprise était encore en cours. L'hôtesse a cligné des yeux et a dit qu'aucune n'était prévue ce soir-là. Je me suis assis au bar, j'ai commandé une eau gazeuse et j'ai attendu. J'ai vérifié le parking. Les panneaux des toilettes. J'ai même demandé si Élise avait une réservation. Rien. 2 heures ont passé. J'ai essayé de l'appeler 2 fois. Répondeur direct. Pas même une sonnerie. Puis j'ai regardé Instagram. Pas son compte, elle était trop prudente pour ça. Mais celui de son amie Camille, celle qui postait chaque repas, chaque tenue, chaque soirée entre filles. Et là, c'était une story d'il y a 25 minutes. Un bar en rooftop. Des rires. Des verres qui s'entrechoquent. Élise dans cette robe noire, cheveux parfaits, penchée vers Maxime. Son bras autour de ses épaules. Sa main sur sa cuisse comme si c'était naturel. Il souriait comme si le monde leur appartenait. Mon estomac s'est noué. J'avais l'impression qu'on m'avait enfoncé une allumette dans la poitrine. Je suis resté dans ma voiture 10 minutes de plus, à fixer la photo. À la regarder en boucle. Rire. Tchin. Pencher. Rire. Tchin. Pencher. Quand elle est rentrée bien après minuit, j'étais à la table de la cuisine. Pas de lumière, sauf l'horloge du four. Elle est entrée en fredonnant. A enlevé ses talons à la porte. M'a vu et s'est figée. « Salut », a-t-elle dit, la voix légère. « Tu m'as fait peur. »« Bonne soirée à la collecte », ai-je demandé, aussi calmement que possible. Elle a marqué une pause. « Ouais, ça a duré tard. »« Désolé, j'aurais dû t'envoyer un message. » Je me suis levé. Drôle. Je suis passé au château de la Loire. Tu n'y étais pas. Pas de collecte non plus. Bizarre, non? Elle a cligné des yeux rapidement. Ça a été déplacé. Dernière minute. Tu sais comment c'est. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Et là, elle a craqué. Les larmes. Pile au bon moment. Elle a laissé tomber son sac par terre et s'est couvert le visage comme dans un film. Je ne voulais pas que ça paraisse louche, a-t-elle sangloté. Maxime traverse une rupture. Il ne voulait pas être seul. Il avait besoin de parler. Je l'ai fixé comme si c'était une étrangère. Tu as posé ta main sur sa jambe pour le réconforter? Elle a secoué la tête. Ce n'était pas comme ça. Je te jure. J'essayais de l'aider. Ça a été émouvant. Il a pleuré. Je l'ai consolé. C'est tout. Je voulais crier. Retourner la table. Mais je suis resté là. Je voulais la croire. Mon Dieu, je l'ai cru. Ou du moins, une partie de moi voulait y croire. Parce que l'alternative était pire, que la femme avec qui j'avais construit une vie me mentait sans la moindre honte. C'était ma première erreur. Le lundi après l'incident du rooftop,
tout était calme. Trop calme. Élise agissait comme si rien ne s'était passé. Elle faisait du café, fredonnait dans la cuisine, m'a même préparé un sandwich comme au début de notre mariage. Je crois que c'est ça qui rendait les choses pires, cette normalité qu'elle essayait d'imposer. Elle a laissé son manteau sur le dossier d'une chaise ce soir-là. Celui vert olive avec des boutons dorés. Celui qu'elle mettait pour avoir l'air importante mais, sans effort. Je débarrassais la table après le dîner. Elle avait cuisiné ses pâtes au beurre d'ail, son plat signature et faisait comme si tout était redevenu normal. En allant accrocher le manteau près de la porte, quelque chose a crissé dans la poche. Je l'ai sorti, pensant à un ticket de caisse pour des courses ou un resto. Ce n'était pas ça. C'était un reçu de l'hôtel du Palais. 2 nuits. Suite d'angle. Service en chambre, petit déjeuner pour 2. Champagne. Fraises enrobées de chocolat. Les dates correspondaient au week-end précédent. Celui où elle m'avait dit qu'elle s'écroulait tôt à cause du boulot. Je l'ai lu 1 fois. 2 fois. La 3e fois, mes yeux ont accroché l'écriture au bas, merci d'avoir choisi l'hôtel du Palais. À bientôt. Ma poitrine s'est serrée comme dans un étau. Je suis resté là, tenant ce bout de papier comme un fil sous tension. Je ne me souviens pas être retourné dans la cuisine. Juste Élise rinçant les assiettes, avec ce sourire décontracté, comme si elle n'avait pas piétiné mon cœur quelques jours plus tôt. Bien amusée à l'hôtel du Palais, ai-je demandé. Elle s'est tournée, perplexe. Quoi? J'ai brandi le reçu. Sans un mot de plus. Elle a cligné des yeux. Marqué une pause. Puis a fait ce qu'elle faisait toujours, agir comme si j'exagérais. Oh, ça? J'ai réservé pour un client. Une réservation de dernière minute pour une conférence. J'ai dû oublier que c'était là. Je n'ai pas bougé. Tu as réservé une suite pour 2 nuits, ai-je dit. Avec champagne. Et petit déjeuner pour 2. Ils aiment être chouchoutés. Tu sais comment sont ces gros clients. Tu y as dormi? Là encore, cette hésitation. Puis, juste la première nuit. Je suis arrivé tard et j'ai pensé que ça ne valait pas le coup de rentrer. Tu ne m'as rien dit. Elle a haussé les épaules. Ce n'était pas important. C'est là que j'ai craqué. Je n'ai pas crié comme dans les films. C'est sorti rauque, brisé, comme un tuyau qui éclate sous trop de pression. Tu m'as menti en face, ai-je dit. Encore. Tu as menti. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Ou du moins, elles en avaient l'air. Elle s'est assise à la table comme si ses jambes lâchaient. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. J'aurais dû te le dire. Ce n'est pas ce que tu penses. J'avais besoin d'espace. Je ne savais pas comment le dire sans te blesser. Je faisais les 100 pas. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Chaque nerf de mon corps vibrait. Je voulais des réponses. De l'honnêteté. Mais surtout, je voulais que l'Élise que je connaissais revienne et fasse disparaître tout ça. On n'a pas parlé pendant 3 jours. 3 jours entiers à se croiser comme des ombres dans la maison. Elle rentrait tard. Je ne voulais pas y croire. Je n'étais pas prêt. Alors, le 4e jour, je l'ai fait asseoir. Sans colère. Juste une fatigue creuse. Ok, ai-je dit. Allons de l'avant. Dis-moi juste la vérité. Je peux encaisser. S'il s'est passé quelque chose, j'ai besoin de l'entendre de toi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. A juré que ce n'était rien. Que c'était le boulot. Que ça semblait louche, mais que ça ne l'était pas. Qu'elle ne me ferait jamais de mal. Et je voulais tellement la croire que j'ai hoché la tête. J'ai accepté. C'était ma 2e erreur. J'ai choisi la paix plutôt que la douleur. Et je n'ai jamais rien regretté autant. C'est arrivé un samedi matin. Élise venait de rentrer de la salle de sport, du moins c'est ce qu'elle disait. Elle est entrée avec son legging et son sweat trop grand, les écouteurs encore autour du cou, les cheveux attachés, les joues roses comme après un footing. Elle a jeté son sac de sport près de la buanderie et est partie se doucher. Je me suis baissé pour déplacer le sac du passage, et c'est là que c'est arrivé. La fermeture était à moitié ouverte. Une poche latérale avait dû s'accrocher, et le sac s'est renversé. Une paire de gants, un reçu froissé,
et quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un téléphone. Pas le sien. Pas l'iPhone avec sa coque fleurie et son petit grip qu'elle trimballait partout. Celui-là était plus vieux. Épais. Écran fissuré. Un téléphone prépayé noir, le genre qu'achètent les ados pour cacher des choses à leurs parents. Il a vibré une fois. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai ramassé. L'écran s'est allumé. Pas de verrou, pas de mot de passe. Il était encore actif. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à l'ouvrir. Peut-être que je savais, au fond. Peut-être que je ne voulais pas, mais mes mains ont agi avant mon cerveau. J'ai ouvert les messages. Il y avait 2 conversations épinglées en haut. La première était avec un numéro enregistré sous « M », pas de nom complet. Juste une lettre. Mais je n'avais pas besoin de plus. Le premier message que j'ai lu disait « Tu me manques déjà, bébé. Hier soir, c'était génial. » Le suivant avait une photo. J'ai reconnu notre lit en arrière-plan. Nos draps. Notre tête de lit. Mais elle était là. Et lui aussi. J'ai lâché le téléphone sur la table comme s'il m'avait mordu. Mon estomac s'est retourné. Mes mains tremblaient. Je l'ai repris et j'ai continué à défiler. Il y avait des notes vocales. Sa voix. Douce. Riante. Tu ferais mieux de ne parler à personne d'autre, monsieur. Je viendrai te chercher. Puis une autre, cette petite tache sur ton épaule sent encore moi. Je parie que oui. Ne la lave pas encore. J'ai continué. Il y avait des plans. Des escapades de week-end. Des mentions de « notre endroit » et « la prochaine fois, restons plus longtemps ». J'ai ouvert la galerie de photos. Des dizaines de photos. Des chambres d'hôtel. Des appartements. Elle allongeait sur des canapés que je n'avais jamais vus, dans des vêtements que je n'avais jamais remarqués. Des poses qui me donnaient la chair de poule. Tout avec Maxime. Ce n'était pas juste une passade. Pas juste une erreur. C'était une relation à part entière. Une deuxième vie. Et j'avais été un idiot. Je suis resté au milieu de la cuisine, agrippant le plan de travail des 2 mains. La respiration lourde. Mes jambes vacillaient. Je voulais la confronter sur le champ. Monter à l'étage, frapper à la porte de la salle de bain, lui coller le téléphone sous le nez et exiger des explications. Mais quelque chose m'a retenu. Elle mentirait. Comme toujours. Et cette fois, je n'allais pas lui donner l'occasion. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à tout m'envoyer. Capture d'écran. Photos. Messages. J'ai enregistré les notes vocales avec mon téléphone. Sauvegardé sur un disque dur. Je ne savais pas encore ce que je faisais, mais je savais que j'avais besoin de preuves, quelque chose qu'elle ne pourrait pas contourner. J'ai remis le téléphone dans le sac de sport, exactement comme je l'avais trouvé. J'ai refermé la fermeture. Remis le reçu élégant. Élise est descendue 10 minutes plus tard, cheveux mouillés, et m'a demandé si je voulais des crêpes. Comme un samedi ordinaire. J'ai dit oui. Et je suis resté à table, à manger des crêpes que je ne goûtais pas, hochant la tête à ses bavardages, pendant que les preuves de tout ce qu'elle cachait étaient à 3 mètres dans son sac de sport. Tout ce temps, je planifiais. J'ai choisi le restaurant exprès chez Pierre, le bistrot préféré d'Élise. Nappe blanche, lumière tamisée, le genre d'endroit où on met du citron dans l'eau et où on vous appelle « monsieur », comme si vous aviez inventé le mot. On y allait 1 fois par an, 2 peut-être si tout allait bien. La dernière fois, c'était pour notre 4e anniversaire. Elle est descendue habillée comme si elle allait décrocher un prix. Robe rouge moulante, talons qui la rendaient plus grande que moi, maquillage impeccable. Elle a souri en me voyant attendre à la porte et a dit « Quelle occasion ?» J'ai pensé qu'on méritait une soirée, ai-je répondu. Elle a souri. Enfin. Un peu de fun. Pendant tout le trajet, mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine. Je savais dans quoi je m'engageais, et je crois qu'elle pensait que c'était juste une tentative de ma part pour la reconquérir, pour sauver ce qui restait. On nous a placés au fond, dans un box d'angle. Une bougie vacillante. Découvert qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Le serveur est venu, et Élise a commandé son plat habituel, filet mignon saignant avec des frites truffées, vin rouge maison. Je me suis contenté d'eau.
Mon estomac était trop noué pour penser à manger. On a discuté de tout et de rien un moment. Elle m'a parlé d'un client qui voulait un gala sur le thème de l'hiver en avril. J'ai hoché la tête, souri, dit « c'est dingue », comme si je n'avais pas vu les messages qu'elle avait envoyés à Maxime la veille. Comme si je n'avais pas entendu son chuchotement dans cet enregistrement, « la prochaine fois, restons jusqu'à lundi ». Finalement, je n'en pouvais plus. « Je sais, Élise », ai-je dit, calmement. Elle a cligné des yeux. « Tu sais quoi ? Je sais pour Maxime. » L'hôtel. Les messages. L'autre téléphone. Elle s'est figée. Puis s'est adossée, plissant les yeux comme pour préparer une contre-attaque. Tu m'espionnes ? Je t'ai donné 100 chances de dire la vérité. Elle a eu un rictus. Vraiment. Lucas, tu es parano. Tu inventes du drame dans ta tête. Peut-être que tu devrais voir quelqu'un pour ça. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Tu as besoin d'aide, a-t-elle dit. Tu es instable depuis des mois. Toujours méfiant, toujours à me surveiller. C'est épuisant. Je l'ai fixé. Sa voix était basse, calme, répétée. Comme si elle voulait gagner un débat, pas expliquer une trahison. J'ai ouvert ma veste, sorti le téléphone de la poche intérieure et l'ai posé doucement sur la nappe blanche entre nous. Tu penses toujours que j'invente. Son visage a blêmi. Elle a tendu la main vers le téléphone, puis l'a retiré comme s'il la brûlait. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'en est sorti. Pendant 10 secondes entières, elle n'a rien dit. Puis elle a explosé. Je n'arrive pas à croire que tu aies fouillé dans mes affaires. C'est ma vie privée, Lucas. Tu m'as violé. Les gens ont tourné la tête. Un couple 2 tables plus loin a arrêté de mâcher. La voix d'Élise montait. Tu as fouillé dans mes affaires comme un pervers. Tu ne me fais pas confiance ? Tu ne me mérites pas. Je suis resté immobile. Calme. Je l'ai laissé s'effondrer. Elle a frappé la table, renversant son verre de vin. Le rouge a taché la nappe blanche comme du sang. Le serveur s'est précipité, mais elle l'a repoussé. Tu sais quel est ton problème ? A-t-elle crié. Tu es ennuyeux. Prévisible. Sûr. Maxime me fait me sentir vivante. Il me voit. Toi ? Tu me suis comme un chien perdu. Quelqu'un à la table d'à accent grave côté a commencé à filmer. J'ai vu le reflet d'un téléphone dans le miroir derrière elle. J'ai gâché des années à essayer de rentrer dans ton idée étriquée du mariage, a-t-elle craché. Et maintenant ? Tu veux jouer la victime parce que j'ai trouvé mieux. Je me suis levé lentement. J'ai sorti ma bague de ma poche. Je l'ai posée à côté du téléphone. Les gens regardaient toujours. Chuchotaient. Filmaient. Le visage d'Élise était rouge maintenant, pas de honte, mais de rage. Je l'ai regardée une dernière fois. La femme qui partageait des tartines de beurre de cacahuète avec moi sur la terrasse. Qui dansait pieds nus dans notre cuisine. Je ne la reconnaissais plus. Je suis sorti sans un mot. Je n'ai même pas validé mon ticket de parking. L'air de la nuit m'a frappé le visage comme une gifle, mais je n'ai pas bronché. C'était fini. Pas juste le dîner. Pas juste la dispute. Tout. Après cette nuit, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Pas de grand adieu ni de discours. J'ai chargé quelques sacs dans ma camionnette, vêtements, ordinateur, vieilles photos de mon père et je suis allé chez Théo, mon coloc de fac. Il avait une chambre libre et ne posait pas trop de questions, il m'a juste tendu une bière et a dit « Quand tu seras prêt, mec ». Le silence dans cette chambre était différent. Pas d'Élise parlant à son fer à lisser dans la salle de bain, pas d'odeur de son shampoing aux agrumes. Juste le silence, et le bourdonnement de mes pensées. Je pensais que le pire était derrière moi. J'avais tort. Après notre rupture, les rumeurs se sont répandues comme des feuilles au vent. Un peu de temps a passé, et tout le monde était au courant. Ça a commencé par un message de mon ami Quentin, qui bosse en informatique et qui avait aidé Élise à configurer son mail pro. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé. Parce que je me souviens d'un truc bizarre de l'an dernier. Il s'avère qu'Élise lui avait demandé très naturellement comment effacer l'historique de navigation sur plusieurs appareils. Pas juste sur son téléphone. Sur le cloud. Il pensait que c'était pour un cadeau surprise.
J'ai ri en lisant ça. Ce mot revenait sans cesse. Puis il y a eu l'ancien client. Élise avait travaillé sur une campagne pour une entreprise de design de cuisine haut de gamme. Le PDG, un certain Bernard, lui envoyait des bouquets pour son « excellent travail ». Je trouvais ça kitsch, mais inoffensif. Apparemment pas. Un soir après le dîner, pendant que je faisais la vaisselle, je l'ai entendu rire dans l'autre pièce. Elle disait envoyer un texto à sa sœur à propos d'un mème. Je l'ai cru. Il s'avère que Bernard ne se contentait pas d'envoyer des fleurs. Il l'avait emmené à Paris pour une conférence. Amusant, je ne savais pas que les conférences incluaient des peignoirs de spa et des balcons d'hôtel. Je n'ai pas demandé ces informations. Elles arrivaient toutes seules. Comme si la vérité attendait que j'ouvre la porte pour s'engouffrer. Victor a suivi. Il m'a appelé et a demandé s'il pouvait passer. Ça ne me dérangeait pas. Il est arrivé avec des bières et des ailes de poulet comme au bon vieux temps, mais quelque chose dans son regard clochait. Il a dit, « Il faut que je te dise un truc, et j'aurais dû le faire il y a longtemps. » Notre pendaison de crémaillère. Celle où j'avais fait des burgers sur la terrasse pendant qu'Élise préparait des cocktails dans la cuisine. Je me souvenais rire avec mes potes, retourner les steaks. Je pensais que c'était une journée parfaite. Apparemment, Élise avait coincé Victor à l'intérieur, seule, et s'était montrée bien trop entreprenante. Touchant son bras, se rapprochant, murmurant qu'il sentait le danger. Il l'avait repoussé et avait ri, ne voulant pas gâcher ma soirée. Ne voulant pas créer de drame. Alors il avait gardé ça pour lui. « Je suis désolé », a-t-il dit. J'aurais dû parler. Puis mon frère, Léo. On ne parle pas souvent. Pas parce qu'on ne s'aime pas, juste des vies différentes. Il bosse dans le bâtiment à Marseille, a 3 enfants et un agenda rempli de compétitions sportives. Mais quand il a entendu de maman ce qui s'était passé, il m'a appelé. Il a dit que ça n'avait peut-être plus d'importance, mais un Noël il y a des années, quand Élise et moi étions encore fiancés, il l'avait surprise à boire trop près de la cheminée. Tout le monde était couché. Elle s'était assise à côté de lui et avait commencé à dire qu'il était séduisant. Puis elle l'avait embrassé. Il l'avait repoussé, était allé se coucher et n'en avait jamais parlé. Il ne voulait pas détruire ma relation pour un moment stupide. Il pensait qu'elle était juste ivre. Je l'ai écouté, tenant le téléphone à 2 mains comme s'il allait s'envoler. Quand il a fini, je l'ai remercié. Il ne savait pas quoi dire d'autre, et moi non plus. C'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas juste Maxime. Maxime était juste celui qui s'était fait prendre. Élise vivait des doubles vies bien avant lui. Barman, client, ami, famille, toute attention qui lui donnait un frisson, une évasion, une étincelle à poursuivre. Peu importait qui elle blessait. Peu importait qui j'étais. Elle n'était pas juste infidèle. Elle était compulsive. Et le plus effrayant? Elle était douée. Trop douée. Tout ce temps, je pensais qu'on construisait quelque chose. En fait, je colmatais des trous dans un mur qu'elle avait déjà décidé de démolir. Le divorce n'a pas été rapide. Ni propre. Ni facile. Je pensais qu'une fois la vérité révélée, avec les messages, les photos et le deuxième téléphone, ce serait vite réglé. Comme jeter une allumette sur un rondin trempé. Mais Élise ne s'est pas rendue sans lutter. Elle s'est trouvée un avocat qui ressemblait à une pub de grand magasin et a commencé à inventer une histoire à peine crédible. Elle disait que j'étais contrôlant. Émotionnellement distant. Que je surveillais ses déplacements et pistais son téléphone tordant la vérité jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à rien. Elle se sentait en danger, a dit son avocat au mien lors d'une audience préliminaire. En danger. Celle-là m'a marqué. Je n'avais même pas haussé le ton avant cette nuit dans la cuisine. C'était moi qui faisais attention à ses humeurs, qui laissait passer ses pics, qui essayait de faire la paix avec des crêpes et des balançoires sur la terrasse. C'était moi qui essayais de construire une vie. C'était elle qui y faisait des trous. Mon avocate, Diane, n'a pas scié. Petite femme, la cinquantaine, lunettes trop petites pour son visage, et une expression comme si elle avait vu tous les mensonges du monde 100 fois. Elle a examiné mes preuves, le téléphone, les captures, les emails, les enregistrements et a dit, platement, on ne négocie pas. Elle n'aura rien qu'elle n'a pas mérité. Et elle n'a rien eu. Élise a essayé de réclamer la maison. Disait qu'elle méritait un nouveau départ.
Diane a montré au juge les photos et Élise sur notre canapé avec Maxime, Élise au bord d'une piscine d'hôtel avec la main d'un autre sur son genou. Elle parlait d'abus émotionnels? On a montré ces messages à Maxime où elle me traitait de « fade » et de « pratique ». Quand le marteau a frappé, j'ai eu la maison. J'ai gardé ma camionnette, mes outils, et la plupart de nos économies après le règlement. Mais ce que j'ai vraiment gagné, c'était le silence. Plus d'excuses. Plus de mensonges. Plus besoin de deviner quelle version de ma femme passerait la porte. Un mois après la signature des papiers, j'ai reçu l'email. J'étais sur la terrasse, une légère brise faisait teinter les carillons juste assez pour ressembler à une mélodie à moitié oubliée. Je sirotais un verre de whisky bon marché, regardant le ciel s'embraser d'orange au-dessus des arbres. Mon téléphone a vibré. C'était elle. Objet, juste une chose. J'ai fixé l'écran 5 bonnes minutes avant d'ouvrir. Lucas, j'ai fait une erreur. Je pensais courir après quelque chose de nouveau, d'excitant, mais je n'ai pas réalisé ce que j'avais avant de le perdre. Maxime ne répond plus. Il est parti à Lyon. Je ne l'ai pas vu depuis des semaines. Tu me manques. Tu me faisais me sentir calme même quand je ne le méritais pas. Tu étais toujours en sécurité. Cette phrase m'a marqué. En sécurité. Pas aimé. Pas désiré. Pas nécessaire. Juste en sécurité. Comme si j'étais un hall d'hôtel où elle pouvait s'asseoir quand le temps tournait mal. Une sortie de secours qu'elle gardait en tête au cas où. Ça m'a frappé fort. Pas parce que je voulais qu'elle revienne mais parce que j'ai enfin compris ce que j'avais été pour elle. Je n'étais pas son partenaire. J'étais son coussin. Son filet de secours. Son point d'ancrage quand l'excitation s'essoufflait. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai versé un autre centimètre de whisky. Je me suis adossé et j'ai regardé le ciel passer d'orange à rose, puis violet, et j'ai respiré quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Certaines erreurs ne méritent pas une seconde chance. Certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits. Et certaines personnes ne changent pas, elles deviennent juste meilleures à cacher qui elles sont. Élise n'était plus un mystère. Elle était une réponse que je devais cesser de questionner. Et l'amour? Le vrai amour? Il ne devrait pas ressembler à un jeu de devinettes. Je lui ai donné toutes les chances. De la grâce, de la patience, du pardon, et de la vérité. Elle m'a donné des mensonges, du silence, et des feux d'artifice qui s'éteignaient vite, ne laissant que de la fumée. Alors maintenant, j'ai ma maison. Et surtout, j'ai ma liberté. Partagez votre avis dans les commentaires, quelqu'un n'a-t-il déjà essayé de revenir vers vous après vous avoir trahi? Qu'avez-vous fait? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».